Bienvenue dans ma vie de papa, le podcast où chaque histoire de père compte. Je suis Jean-Marc Ouattara, le papa derrière ma vie de papa. Et aujourd'hui, nous recevons Collé Dibona Patrice. Enchanté Patrice. Enchanté, Jean-Marc. Bonne arrivée. Merci. Bienvenue dans ma vie de papa. Comment tu te sens? Alors, je me sens très bien, comme d'habitude. Si tu dois te présenter pour les personnes qui te découvrent pour la première fois. Alors, ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis à l'état civil Patrice, Collé Dibona Patrice. Et je suis marié, père de Collé Dibona Ira et Collé Dibona David Kéal. Et également le père de M3 Finance. Ah. Donc, tu as deux enfants, tu as trois enfants. C'est ça. Et on peut considérer F3 Finance comme un bébé. Oui, c'est le dernier né de la famille. Ah, voilà. Et la première, ou bien c'est le premier, la première, c'est ça? La première, oui. Tu as quel âge? C'est dans 5 ans. 5 ans. Ouais, ok. Et je t'explique un peu le concept de ma vie de papa. Tu as quatre cartes en face de toi. Derrière chaque carte se trouvent des lunettes. D'accord. Et derrière chaque des lunettes se trouvent les questions qui vont orienter. D'accord. On peut démarrer. On peut démarrer. Ok, vas-y. Alors, comme ma fille est bouchère, je vais commencer par la bouche. Alors, bon, je vis dans le souvenir des regards, les silences partagés. Je suis ce qu'ils garderont de toi, même quand tu ne seras pas là. Je reprends. Je vis dans le souvenir, les regards, les silences partagés. Je suis ce qu'ils garderont de toi, même quand tu ne seras plus là. Alors, je pense immédiatement à une photo. Une photo. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu as un souvenir en tête qui te rappelle ton enfance? Ouais, j'ai pas mal de souvenirs qui me rappellent mon enfance. Ok. Je me souviens que quand j'étais plus petit, vraiment plus petit, j'avais l'envie d'avoir un vélo. Ok. Un vélo. Les vélos, des cyclistes là. Ok. Voilà, les vélos professionnels là. Je l'avais vu dans un magazine une fois. J'étais au-dessus, je crois. Et j'avais demandé à mon oncle de m'acheter ce vélo-là. Le vélo, je crois qu'il coûtait des gens dans les magasins, des trucs comme ça, ce genre. J'ai dit à la mère que je voulais ce vélo. Elle m'a dit, bon, si tu travailles bien à l'école, je vais te l'acheter. Donc, je me suis tué, j'ai tout fait. Et c'était, à l'école, j'étais quand même parmi les 2, 3 premiers. Donc, j'ai tout fait pour, on va dire, pour honorer la promesse faite vis-à-vis de ma mère. Et je suis passé au CE2 avec un bon rang. Et je lui ai rappelé la promesse qu'elle m'avait faite. Elle m'a dit, non, mais si tu vas au CM1 avec la même moyenne, je vais t'acheter une ligne. Donc, on a fait ça jusqu'au CM2. Finalement, j'ai compris que non, la vieille, C'est bien fait ça, man. Ah, bah, t'es pas encouragé. mais je lui ai dit, mais la vieille, tu m'as fait ça, hein. Le CU, tu disais pas ça. Ouais. En fait, peut-être que tu penserais que voilà, je veux pas le faire ou peut-être que tu saurais plus te blesser. Effectivement, tu sais, les enfants, ils croient en ce qu'on leur dit. L'enfant, il est là, il dit, il s'imagine pas que son parent n'a pas l'argent. Il s'imagine pas, en fait. Pour lui, c'est évident. Et j'aime bien, ce moment de ma vie là, où maman ne m'a pas dit qu'elle n'a pas les moyens. Mais elle m'a dit que si tu fais ça, si tu arrives à passer en voie supérieure, que je vais te fouiller de l'eau. Et ça m'a marqué. Et pour la petite histoire, il y a ma fille qui vient me dire, papa, cette année, je veux prendre l'avion. Voilà. Là, je vais répéter la même chose. On m'a dit, si tu fais si tu bosses bien à l'école, tu vas prendre l'avion. Je crois que tu as parlé de la nostalgie que tu as avec ta mère, tout et tout. Aujourd'hui, s'il y a un héritage que tu veux laisser à ton enfant. Alors, mon héritage, c'est serait vraiment d'abord confiance en soi. D'abord confiance en soi. J'ai été bercé par la confiance en soi. Ma mère n'a jamais reculé devant quoi que ce soit. Elle est petite détail, tout comme moi, mais elle a bravé pas mal d'obstacles. Pas parce qu'elle avait la force physique ou financière, mais mentalement, elle était prête. Elle est là encore. Et c'est cette force mentale que tu aimerais laisser là. Oh oui, oui, t'as raison. Oui, c'est un héritage que je vais laisser à ma descendance, c'est ça, en fait. C'est de dire de reculer des barrières.
C'est parce que tout se passe dans ma tête. Et j'aime bien, je vois ces traits de caractère-là avec ma fille. Je vois que Indira, elle est très, je veux dire, elle est engagée, elle se fait confiance et qu'elle n'hésite pas à prendre des initiatives. Et aujourd'hui, tes enfants, tu veux qu'ils se rappellent de toi comme quel genre de père? Alors, je veux qu'ils se rappellent, si vous avez remarqué, ils portent tous mon prénom. Ok. Tibonon, c'est un prénom. Chez nous, Tibonon, la traduction littérale, je suis Tabanon, je viens de Niakara, dans la région du Hambol. Tibonon, littéralement, ça veut dire le protecteur, celui qui est là, qui est présent. Voilà. Donc, c'est ce que je veux que mes enfants retiennent de moi. Qu'ils retiennent de moi un père qui était là pour eux, qui ne s'est pas limité à leur donner la vie, mais qui leur a donné une éducation, une orientation, qui leur a donné son temps. Et c'est pourquoi je prends plaisir à leur partager mon temps de bonheur. Ils sont avec moi dans tout ce que je fais, dans tous les cours que je donne. Mes enfants sont là et ils me voient. Et c'est ça que je veux qu'ils gardent. Un père qui était là. Est-ce qu'il t'arrive de souvent penser que tu ne seras pas à la hauteur de ça? À la hauteur, Avoir la peur des impôts être à la hauteur. non, je n'ai pas peur de ne pas être à la hauteur. Parce que quelle que soit la hauteur, je veux dire, pour moi, il n'y a pas d'échec en quelque sorte. Parce que ça, c'est moi, soit c'est une leçon que j'apprends à travers chaque tentative, mais je n'ai pas peur. La seule peur qui pourrait m'animer aujourd'hui, c'est de ne pas avoir, que Dieu ne me donne pas peut-être la longévité nécessaire pour réaliser le rêve que j'ai pour ma famille, pour ma communauté, pour les enfants. C'est juste ça. Et tout le monde a cette peur. Voilà. Si un jour ils t'écoutent après dans 10, 20 ans, et ils regardent cette vidéo, si tu as un message à faire passer. Alors, mes enfants, je veux que vous soyez suffisamment fiers de vous-même, suffisamment fiers des pères que vous avez eus, suffisamment fiers de l'éducation que vous avez reçue, parce que vous venez de très loin. C'était pas évident. Ceux qui m'ont connu savent que c'était pas évident. C'était pas gagné d'avance. Mais si j'ai pu arriver là, c'est parce que j'ai pu garder les valeurs de ma mère. Et ces valeurs-là, si vous les ai communiquées, j'ai confiance en vous. Je sais que vous saurez faire des merveilles. Ok. On va aller pour la deuxième question. Ok. Je suis né une seconde fois, mais cette fois, c'est toi qui m'as mis au monde. Ok. Je suis pousseur et réparation. Qui suis-je? Je suis né une seconde fois, mais cette fois, c'est toi qui m'as mis au monde. Je suis pousseur et préparation. Qui suis-je? Waouh. Je suis né une seconde fois, mais cette fois, c'est toi qui m'as mis au monde. Bon. Waouh. Je suis une pousseur et préparation. Né une seconde fois. Hmm? Il constate que tu ne recules pas les mots tout. Et tu veux forcément trouver la réponse. Et ça, lui. En tout cas, ça, c'est déjà bon. Mais, sois à l'aise. Il y a beaucoup qui ne retrouvent pas les réponses ici. Ouais. Non, mais j'ai déjà réfléchi. Tout comme c'est que vous avez mis. C'est la vie. Non, ça, c'est pas un problème. Je suis né une seconde fois. Ok, d'être une seconde fois. Ok. Mais il y a une chance. Je l'ai une seconde fois. C'est-à-dire, ok, je vis plus. Mais cette fois, c'est toi qui m'as mis au monde. Et parce que ça, là, ça peut t'aider à trouver la réponse. Quand ça? Cette fois, c'est toi qui m'as mis au monde. Cette fois, c'est toi qui m'as mis au monde. Alors, Bon, je te donne un indice. Qui commence par la lettre P. tu veux parler du père, du papa? Non. Ça termine par la lettre E. E. Et la santé. Mais c'est un rapport avec du papa. Le papa. Je sais pas. Paternité, de ça. Voilà. La paternité. Waouh, ça, j'étais loin du compte. C'est ça, c'est la paternité. Quand tu es devenu papa à Canton, qu'est-ce que ça a réveillé en toi? Quand je suis devenu papa, j'avoue que ça n'a rien changé. Parce que j'avais déjà l'attitude du père. J'avais déjà la responsabilité du père. Est-ce que tu as eu maladie d'un papa après, là?
C'est ce que je disais tout à l'heure. Mon objectif pour moi, mon objectif de vie, c'est d'être présent. Présent à travers mon nom. Mon nom veut dire quelqu'un qui est là, celui qui est là. Donc, je vais être présent pour ceux qui ont besoin de moi, à commencer par ma famille. Donc, je fais l'effort d'être présent. Donc, tout ce qui peut me rapprocher de ma famille, je le fais. Ok, je vais essayer de déjà présenter le cadre pour les personnes qui nous suivent parce que les questions, vu que c'est les dernières, tu as sélectionné les questions qui devaient venir après, quoi. Le cadre dans lequel, ce qui m'a poussé à inviter Patrice dans ma vie de papa, c'est un post que j'ai vu sur LinkedIn où tu partageais, le jour de la fête des pères, tu partageais un message où tu disais que tu es devenu papa à l'âge de 14 ans. Donc, tu vois que les questions sont un peu en rapport avec toute cette expérience que tu as vécue. Si tu devrais partager sur cette expérience, tu devrais expliquer cette expérience pour les personnes qui n'ont pas vu ce post-là. Alors, le post, effectivement, il a fait pratiquement 1000 impressions. Non, 1000 réactions sur LinkedIn. Il a fait pratiquement 25 à 30 000 impressions. Voilà. Et les commentaires, il y en a eu environ 700. Pour ceux qui connaissent LinkedIn, c'est monstrueux. Alors, le post, j'avais promis à ma mère qu'elle allait faire le tour du monde. Ça, je lui avais promis qu'elle allait faire le tour. Ça ne veut pas être qu'elle va le faire en bateau, en avion, mais je lui avais promis qu'elle allait faire le tour du monde. Et je pense qu'elle a fait ce tour du monde. Quand j'ai pris la capture, j'ai vu en bois, elle était très fière. Vous voyez, ma mère est la seconde épouse, voilà, dans sa relation, elle a été la seconde épouse de notre père. On va dire la plus petite. Donc, du coup, nous étions les plus petits, les enfants les plus petits. Et chemin faisant, Dieu a rappelé notre père auprès de lui. Et là, je avec quel âge? J'avais 14 ans. Oh, si on recule dans le passé. Comment s'est fait l'annonce? Comment tu l'as su? Le vieux a décidé devant moi. Le vieux a décidé sous nos yeux, en fait. On vivait à la maison. On vivait avec le vieux. Le vieux est devenu malade de 2003 jusqu'en 2002, jusqu'en 2006, il est décidé. Le vieux, il a souffert. Le vieux était là. Le vieux est décédé, on va dire, entre nos mains. Parce qu'on était là. Et je retourne dans le passé, vu l'âge que tu avais 14 ans. Comment tu as senti ces émotionnellement? C'était la première fois que quelqu'un décède devant moi. Et c'est ce quelqu'un, cette personne-là, c'est mon père. Et quand tu t'imagines que tu ne vas plus jamais revoir la personne, quand tu t'imagines que c'est fini, je n'en reviens pas, en fait. Quelles sont les questions, les idées qui t'est passées en tête? À ce moment-là, je me disais que on ne méritait pas ça. On ne méritait pas d'être arraché. On va dire, la mort ne méritait pas de nous arracher notre père à cet âge-là. Elle aurait quand même attendu qu'on grandisse un peu et que le vieux voie un peu ce qu'il a cédé. Donc, pour moi, c'était quand même injuste. Injuste pour ma mère. Elle a accepté d'être avec le vieux. Le vieux était quand même plus âgé que la vieille. Mais elle a accepté d'être avec lui par amour et il lui a donné des enfants. J'aurais aimé que Dieu permette que elle puisse vraiment bénéficier de cet amour-là. En voyant le monsieur, en bas, il était quand même âgé, mais pas très âgé. Et voir grandir ou vieillir encore auprès de ses enfants. C'est ce que j'espérais. Et là, c'est le premier enfant, c'était ça? Oui. Donc, oui, ta mère, c'est toi le premier enfant. Donc, oui, automatiquement, comme je dis, c'est comme si tu deviens l'homme de la famille. Bien sûr. Comment tu as vécu ces responsabilités qui se sont tombées C'est sûr. enfin de toi? J'avais 14 ans, c'est l'âge de toutes les folies. 14 ans, c'est l'âge de toutes les folies. Je t'imagine l'enfant de 14 ans, aujourd'hui. Ben écoute, et à 14 ans, tu as ton petit frère qui est là, tu as ta petite soeur qui est là, tu as les protégés qui sont là, en fait. Donc, du coup, je veux dire, inconsciemment, tu as cette responsabilité. Tu as cette responsabilité quand la vieille rentre à la maison le soir et puis il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, bon, tu seras le premier à qui on va demander des comptes, en fait. Bon, demander des comptes, peut-être c'est trop dire, mais on voudra entendre, en fait, la voix du grand frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu es là, tu veux à ce que tes petits frères ne fassent pas de gaffe, qu'ils ne se blessent pas. Tu veux à ce que,
voilà, qui prennent pas le mauvais chemin, qui suivent pas de mauvaises personnes. Voilà, tu vois. Et sachant que, voilà, tu as des comptes à rendre, en fait. C'est ça, en fait. Et quand tu observes ces deux modèles dans lesquels tu as vécu, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas autour du développement? Avec mes enfants, bon, déjà, le jeu était très dur. Le jeu était très dur. Le vieux, c'était un vétéran, il a fait la guerre de Chine. Donc, il nous a traduit ce modèle. Donc, à la maison, je le dis parfois, à la maison, on dormait à 19h. 18h, on a fini de préparer. 19h, on finit de manger. 19h, on dort. Si à 19h, là-bas, fini de manger, quand on dort pas là, la vieille va s'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas pour manger à cette heure. Le vieux tenait tellement à ça, en fait. Ce modèle m'a marqué. Ce modèle m'a marqué, mais je pense pas de vouloir le reproduire dans ma famille, dans ma maison. Voilà. Donc, j'ai pas dit à mes enfants d'aller dormir à 19h. Voilà, c'est trop tôt. Mais voilà, je vais être quand même plus flexible à ce niveau-là. Et aujourd'hui, à quoi tu résumes être un bon père? Selon toi, c'est pas un bon père? Pour moi, être un beau père, c'est donner la chance ou les moyens à sa progéniture de faire ce qu'on n'a pas pu faire. Et même au-delà. C'est ça, pour moi, être un bon père. Si j'avais prévu être un bon citoyen, je veux que mes enfants soient de très bons citoyens. Si j'avais promis aider 1000 personnes, je veux que mes enfants connaissent plusieurs milliers de personnes. Si j'avais promis construire des cités, je veux que mes enfants construisent des villes. C'est ça. Donc, on va passer à la troisième question. Ok. Je suis ce que tu abandonnes sans faire de bruit. Je coûte cher. Les personnes ne t'applaudissent et parfois, je te rends invisible. L'échec. Non. Le sacrifice. D'accord. Le conseil. Et ma question qui me vient en tête, c'est, on retourne encore dans l'unité que tu étais à 14 ans, tout, et le procès scolaire. Quel quel sacrifice t'ont le plus coûté? Les sacrifices, je ne pense pas qu'ils m'aient coûté. Au contraire, je pense qu'ils ont été bénéfiques pour moi. À cet âge, je t'assure que à 100 mètres de notre foyer, de notre maison, il y avait le foyer des jeux. Et il est encore là. Le foyer des jeunes, c'est-à-dire chaque fin d'année, par exemple, on fait le show au foyer des jeux. Okay. Vous voyez? Donc, tu es à la maison et puis tu entends la musique. C'est une envie de sortir. Ouais, tu entends la musique. Tu as envie de sortir comme des camarades. Et tu es conscient que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Tu es conscient que eux, ils ont leurs parents qui sont là. Toi, tu n'as que ta mère. Si quelque chose t'arrive là-bas, là, il y a déjà, elle se bat pour qu'on puisse avoir à manger. Tu vas aller soulever le problème pour nous. Si tu sors, les petits frères vont te suivre. Si tu sors, en fait, si c'est cette vie de dehors, là, si c'est à quoi ils ressemble, et tu es là, tu entends la musique, mais tu ne sors pas. Pas parce qu'on t'empêche de sortir, mais parce que, consciemment, tu ne veux pas suivre ces voies. Est-ce que ça m'amène à te poser la question? Est-ce que, on va dire, tu as eu une enfance assez heureuse? Une enfance assez heureuse, je ne dis pas assez heureuse. Avec le décès de mon père, je ne veux pas dire que l'enfance était heureuse. Mais j'ai eu une enfance équilibrée. Ok. Équilibrée dans la mesure où je n'ai manqué de rien. Ok. De rien qui soit nécessaire. Ok, voilà. Et je dis chapeau à mon père. Ouais. Est-ce que tu te sentais valorisé? Trop. Si je suis là aujourd'hui, c'est ma mère. Je peux te dire une chose. Ma mère a toujours eu confiance en moi. Elle a toujours eu confiance en moi. Et je pense que cette confiance-là m'a bercé. Cette confiance-là m'a nourri. J'ai été gavé de la confiance que la vie a envers moi. Ça fait que quand je suis devenu un défi, je me dis, j'ai le droit d'échouer.
mais pour la mère, j'ai pas le droit. C'est inacceptable, en fait. La dame me fait trop confiance. Tu t'imagines? Je me souviens, j'étais à l'école et par moment, on est en train d'écrire, on est en train de faire une composition. Parce que j'ai fait l'école catholique, l'école primaire catholique. L'école primaire catholique est environ 500 mètres du marché. Ma maman vendait au marché, elle vendait des légumes. Donc pendant qu'on est en train de composer un devoir, par exemple, ou bien une composition, mon stylo, fini, mon stylo, fini. J'ai pas de stylo assez court. Je quitte la salle des classes. Je marche, je vais au marché. Je leur dis à la vie, ah, mon stylo est fini. Elle est par moi, elle venait juste de vendre ses bananes et elle n'avait que 200 francs sur elle. Elle, vous voyez le portefeuille des moments là. Le pagne est attaché, et voilà. Donc, la vieille déballe son portefeuille, elle prend les 200 et donc, je vais acheter les stylos et je vais composer. Tu penses que je peux oublier ça? Tu penses que je peux oublier ça? Je peux pas oublier. Et quand je pense à ces sacrifices-là, je suis prêt pour tout le monde. Je suis prêt. Là, en t'entendant, on comprend que c'est plus de sacrifice dans ta relation avec toi. La question qui me vient, tu étais encore dans la vivescence, 14 ans, et tout. Et quelqu'un peut se poser la question, est-ce que tu as senti l'importance d'un père? Parce que tu avais pas ton père, le frère était absent. Ou bien est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a comblé cette ça? J'ai senti l'importance du père, mais j'avoue que l'absence de mon père a été comblée par mon oncle maternel. Il ne vivait pas avec nous, il vivait au village, mais par moment, quand il arrivait, il ne manquait pas de nous donner des conseils, il nous apportait de la nourriture du village. Donc, à ce niveau-là, ça allait. Maintenant, pour ce qui est de l'éducation quotidienne, oui, on a senti l'impact de l'absence d'un père. Par exemple, réunion des parents d'élèves, vous arrivez, c'est la vieille seule qui est là. Tu vois? Et puis, bon, on a tendance à dire que les petits garçons ne peuvent pas, on va dire, sont censés être éduqués par des hommes. Il faut lui donner une éducation d'homme, il ne faudrait pas qu'il ait des filles. Oui, on se posait la question, mais nous, mon petit frère et moi qui avons été éduqués par une mère, est-ce qu'on va réussir? Tu vois, les questions Ce sont les questions qu'on se posait. Mais je peux te dire que, du haut de ces 14 ans, il y a des éducateurs, il y a des parents d'élèves qui venaient me voir pour me dire, me parler à leurs enfants. Je leur dis, mais je sais qu'il leur disait, mais vous ne voyez pas Patrice. Vous ne pouvez pas faire comme lui. Tu vois? Donc, pour dire à quel point l'éducation de ma mère était complète. Et par moments, oui, on pourrait sentir la nécessité d'avoir un père. On rentre le soir, on voit que la bière est là, elle est sûre. Ça va été bien qu'il y ait quelqu'un auprès d'elle. Ça aurait été bien que ce vieux soit là pour nous gronder. Ça aurait été bien. Oui. est-ce que c'est des douleurs que tu as subies émotionnellement quand tu étais... Ce sont de grosses douleurs. Ce sont de grosses douleurs. Tu t'es dit, si le vieux était là, peut-être que j'aurais pas fait telle erreur. Si le vieux était là, peut-être que, voilà, en tant qu'homme, par moi, on a besoin de conseils d'homme. Par moi, on a besoin de conseils d'homme. Qui de mieux placé que mon père pour me dire, mon fils, voici, tu dois faire ça, tu dois pas faire ça. Donc oui, par moment, cette blessure, par moment, il est là. Et Dieu merci, avec le Seigneur, on arrive à trouver refuge, on arrive à trouver le confort auprès de lui. Ok. Et si des personnes qui t'écoutent ou nous vivent, la question qui me vient en tête, hein, c'est, est-ce qu'il y a une difficulté en tant que papa, vu que tu as vécu sans ton père, est-ce que tu as une difficulté ou une en tant que père Une difficulté à faire quoi? à partager, peut-être à vivre ta paternité, vu que tu as été absent, tu as vécu une absence de papa. Et aujourd'hui, on voit que tu te retrouves dans le rôle du père. Est-ce que tu as des difficultés? Alors, si tu suis bien dans mon intervention, quand tu m'as demandé qu'est-ce que tu voudrais que tes enfants retiennent de toi dans 10, 15, 20 ans, et ils m'ont réalisé, je t'ai dit que pour moi, c'était de leur donner plus que ce que j'ai pas reçu. Voilà. J'ai pas reçu une chaleur paternelle. Donc, imagine la quantité de chaleur que je leur donne à mes enfants. Okay. Bah, c'est ça. J'ai pas reçu. Ça ne m'empêche pas de donner. C'est ça. C'est ça. Donc, pour la dernière question.
je ne t'ai pas demandé ton avis, je suis entré dans ta vie trop tard, 16 enfants, et pourtant je t'ai obligé à grandir un enfant. La mort. Ça peut être, on peut considérer ça Je ne t'ai pas demandé ton avis, je suis entré dans ta vie trop tôt, et pourtant je t'ai obligé à grandir. C'est l'amour. Ouais. La réponse, c'est la rupture. Mais vraiment, Ok, d'abord la rupture, non, ok, c'est ça. ça passe. Mais qu'est-ce qui a pour toi concrètement changé de ta vie de 14 ans lorsque la rupture arrive au niveau de ta femme? Oui, quand le décès du vieux survient en 2006, et en 2006, nous, on était un peu dans la zone CNO. Voilà, on était en pleine, on va dire, dans la crise. Mais à ce moment, je te pose la question de savoir, mais est-ce que je pourrais continuer mes études? Est-ce que je pourrais poursuivre mes études? Moi qui rêvais depuis très tôt, moi, je rêvais de devenir ingénieur. Depuis très tôt, je rêvais de devenir. Je sais pas ce que c'était un ingénieur, mais moi, je voulais devenir ingénieur. Mais quand le Dieu décède, est-ce que je pourrais réaliser ce rêve de devenir ingénieur? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que la vie pourra financer nos études jusqu'à ce qu'on réussisse? C'est la question qu'on se pose. Ok. Et j'aimerais revenir. On a fini avec 14 ans, bon, placé. Comment c'est que l'annonce de ton premier enfant? Alors, mon premier enfant, c'était en pleine Covid. C'était en pleine Covid. Et je me souviens que, bon, déjà pour sa naissance, c'était compliqué. Compliqué dans la mesure pour ceux qui s'en souviennent. Abidjan il y avait, ils ont appelé ça comment? Ils ont fermé le camp Abidjan. Ouais. Voilà. On avait fermé le camp. Voilà, les mesures de sécurité. On avait fermé le camp Abidjan. Donc, sa mère et moi, on était là, notre premier enfant. Il y avait personne qui pouvait venir, non, on va dire, il nous assistait. Et on disait que, en cas de déclenchement de la grossesse, pardon, des travaux, des contractions, il faut appeler les sapeurs-pompiers, il faut appeler voilà, les sapeurs-pompiers qui devraient venir chercher voilà, le patient. Donc, on avait toute cette peur-là au contre en fait. Mais Dieu merci, ça s'est bien passé. On habitait non loin d'un hôpital. Et un jour, un bon samedi, on s'est levé. Elle a dit que elle a l'impression qu'elle a écrit. D'accord? Ok, mais ça tombait avec, ça coïncidait avec un jour de mon dépôt avec le Pyrénéen. Donc, on s'est aidé et puis bon, on a pris nos bagages. On n'a même pas pris de bagages. On a dit normalement vers un contrôle, une consultation de routine. Arrivé, on dit maintenant c'est arrivé. On dit, non, ça arrive. Et il a tiré ça comment? Oui, mais bon, moi je suis impatient parce que la dame est fatiguée. Elle est épuisée. Donc, elle me dit, non, mais chérie, j'ai rien pris. Il fait, non, mais on dit, ça arrive, c'est arrivé. Hein? Donc, et puis, voilà, elle est restée. Et puis, Dieu merci, ça s'est bien passé. On a attendu, ça a été pénible, hein, on a attendu, on est arrivé à 9h, c'est à 21h que, voilà, on a été libérés. Et quand tu vas dans le bébé pour la première fois, Quand j'ai vu le bébé, je t'avoue que, quand j'ai vu le bébé, je n'avais pas d'émotion particulière. Parce que c'est le premier enfant. Il y a 2 vies en jeu. et là, quelles sont les idées qui viennent de la tête? Quand j'ai vu l'enfant, j'ai dit, waouh, Dieu merci. Mon enfant est sorti. Maintenant, il reste l'enfant déjà. Ah oui, il reste l'enfant déjà. Elle est où ma femme? C'est la question que j'ai posée. Et quand j'ai pris Andy entre mes mains, j'ai rapidement essayé d'identifier, de repérer une zone qui me permettra de la reconnaître, en fait, au cas où on l'échangeait. Donc, j'ai vu qu'il y avait 3 points de beauté sur son front. J'ai dit, bon, ça, c'est mon enfant. Si après on change, là, je saurais qu'ils ont changé mon enfant. Il dit, bon, donc, télé. Non, montrez-moi ça, maman, et je veux voir ça. Donc, c'est là, ils m'ont connu, mais elle, et puis, je l'ai vu. Quand je l'ai vu, c'est là que je me suis senti père. Parce que, donner naissance dans de bonnes conditions, il n'y a rien de tel. Et la première fois que tu crois l'enfant dans ta main. Quand j'ai pris l'enfant, c'est ce que j'ai dit. J'avais pas dit motion particulier. Moi, j'ai pensé à la dame. J'ai dit, bon, mon enfant est sorti. Mais, enfant déjà. C'est ça. Je peux pas, non, j'avais pas d'émotion particulière. C'est après, maintenant, quand on s'est retrouvé, quand on s'est retrouvé là, dans la salle de repos avec la mère, et qu'ils ont ramené l'enfant.
Alors, tout le monde était content. C'est là qu'on a pris le temps d'apprécier le moment, de se rendre compte que, l'enfant, quand même, il ressemble à papa, il ressemble à maman. Voilà, c'est là qu'on a commencé à vraiment, à penser à ça. Et notre processus de père de l'enfant, est-ce que tu as eu des challenges? Le premier grossesse que au fur et à mesure, vu qu'il y a eu donc le deuxième enfant, et j'étais amélioré. Quel est le premier challenge auquel tu as été confronté dans les pères? En tant que père, le premier challenge, déjà, le premier challenge, c'était le nom. Oui, c'était le nom. Le nom parce que, bon, moi, déjà, depuis très tôt, moi, je savais que tous mes enfants allaient porter mon prénom. OK? C'est ma signature. Koné Dibola. Ça, c'était sûr. Maintenant, ce qu'on va ajouter là, c'est là le challenge. On a réfléchi. Réfléchi jusqu'à, et puis après, je me suis, avec les conditions dans lesquelles notre enfant arrivait, on a compris que Dieu était avec nous. Mais bon, ça, c'est Emmanuel. C'est Emmanuel. Donc, le nom Emmanuel, là, on a pu le trouver. Mais on dit, bon, il faut ajouter quand même un troisième prénom. Et c'est là que j'ai pensé à la main de Dieu. À la main de Dieu, parce que ma fille, c'est Indira. Indira, c'est diminutif de Indi, voilà, pour dire que, voilà, Ind, voilà, pour dire qu'il y a la main, en fait, il y a une main derrière Indi. Il y a la main de Dieu. Et je veux qu'elle soit talentueuse, qu'elle puisse faire quelque chose de ses 10 doigts, en fait. Donc, on a concocté quelque chose et on l'a appelé Indira Emmanuel. Voilà, Kone Dibuna, Indira Emmanuel. Donc, c'est un peu ça, l'histoire derrière ce nom. Donc, c'était le premier challenge. Il fallait qu'on trouve un nom. L'enfant arrive, quel nom on lui donne? Et après ça, toi, en tant que père, toi, à ton niveau, en tant que rôle du papa, quel a été le premier challenge auquel tu as été confronté à part lui, non? À part le nom, le premier challenge, j'ai envie de dire, le premier challenge, bon, je sais pas vraiment un challenge pour moi parce que je m'étais préparé. Okay. L'enfant n'était pas un accident. Mon enfant n'a jamais été un accident. Je l'ai voulu, je l'ai conçu et je l'ai attendu. Avant qu'il n'arrive, j'avais déjà épargné des mois de salaire. Il dit, mon enfant, là, quand il va arriver, là, il faut qu'elle soit dans de bonnes conditions pour attirer tout ce qui est provision pour l'enfant. Les couches, tout, on avait déjà ça. On attendait juste l'enfant. Enfin, donc, il n'y avait pas de challenge à suivre. Et aujourd'hui, si tu veux donner un conseil à quelqu'un qui s'appelle le père. Alors, moi, je dirais que il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. Surtout lorsqu'on parle d'enfant. Parce qu'on ne sait pas ce que cet enfant-là sera. On ne sait pas. OK? Donc, il faut apprécier chaque enfant, chaque opportunité que Dieu te donne d'avoir un enfant. Et puis, il faut savoir aussi que les enfants apportent des bénédictions. Ma fille Indira est née en juin. Elle est née en juin. Avant que le mois de juin ne finisse, début juillet, j'avais déjà une promotion. Non. Ah oui, j'avais déjà une promotion. Avant qu'on entre dans le mois de juillet, j'avais déjà une promotion professionnelle. Et c'est pareil pour David. Quand David est arrivé, c'est là que j'ai lancé M3 Finance. Pour la petite histoire, M3, c'est mon bébé. Voilà. M3, tu peux pas imaginer, en fait. C'est un rêve d'enfant et de mes enfants. C'est l'arrivée de David qui a créé M3 Finance. Et là, nous sommes déjà à la fin de l'interview. Et on va te dire encore merci. Merci d'être passé dans nos vies de papa, partager ce message, ton expérience en tant que père, le chemin que tu as parcouru jusqu'à là. Et si tu devais dire un dernier mot au papa qui suit la plateforme en ce moment. Je dirais une chose. De dire des choses positives à leurs enfants. Il faut les encadrer de paroles positives. Parce que, en fait, il y a ce qu'on appelle le subconscient. Le subconscient se nourrit de tout ce qu'il rencontre. Donc, si vous avez la possibilité de garder votre enfant de paroles positives,
garde-lui de paroles positives. Ça va l'aider à se construire. Ça va l'aider à avoir confiance en lui-même dans un monde de plus en plus difficile. Donc, ne brisez pas la confiance en soi de l'enfant. S'il vous demande quelque chose, ne le refusez pas, même si vous ne pouvez pas lui offrir. Trouvez la forme. Parce que les enfants, ils ont une confiance aveugle. Et c'est de ça que nous devons avoir besoin. Donc, ayez confiance en vos enfants. Encouragez-les de ce qu'ils veulent faire. Et puis, soyez là pour eux. Ils se souviendront d'une seule chose, de ce que vous étiez là. Ils ne se souviendront pas de ce que vous avez acheté, de l'argent que vous leur avez donné. C'est pas ça. Mais c'est de votre présence, votre chaleur. C'est ce qui va les marquer. Ok, merci encore. Bienvenue dans ma vie de papa. Merci d'être passé. Et nous voulons inviter toutes ces personnes qui nous suivent à s'abonner à nos différentes plateformes. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn. Ma vie de papa, simplement. Vous abonner. N'oubliez pas de partager un papa pour faire du bien à toute une communauté. Merci et rendez-vous dans le prochain épisode. Merci.